de la justice, Maître Célestin Tundaya Kassinde, a ordonné la libération ce samedi 19 octobre des 237 personnes détenues de façon irrégulière au centre pénitentiaire et rééducation de Makala. Cette opération s'inscrit dans l'optique de la matérialisation de la vision du chef de l'État, celle de désengorger les maisons carcérales du pays. Jacques Abouaba nous en parle. Cette cérémonie de désengorgement de la prison centrale de Makala revêt d'une importance capitale pour la simple et bonne raison qu'elle a permis au vice-premier ministre et ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Célestin Tundaya Kassinde, de matérialiser les vastes projets initiés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de son programme d'urgence de 100 jours visant à résoudre les problèmes de surpeuplement que connaît ce milieu carcéral. Ainsi, près de 240 détenus préventifs répartis dans les deux ressorts du parquet près la cour d'appel de la Gombe et de Matete ont été libérés le samedi 19 octobre 2019. Si nous avons commencé avec les prisonniers qui ont été arrêtés d'abord pour des faits bénins, nous pensions qu'il y avait des arrestations irrégulières, mais les dossiers sont réguliers. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais il y a les faits bénins, mais il y a d'autres pour lesquels nous avons estimé qu'ils pouvaient bénéficier de la libération provisoire. C'est ce qui a été fait. Mais nous avons constaté malheureusement qu'il y avait très peu de femmes. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que les femmes sont celles qui ont commis des infractions plus graves ou bien il y a d'autres raisons, nous allons voir. Mais le samedi prochain, nous serons encore ici pour faire sortir ceux qui vont bénéficier de la libération conditionnelle. Les dossiers ont été examinés de manière professionnelle pour voir ceux qui remplissent les conditions. Je pense qu'ils seront un peu plus nombreux que ceux qui sont sortis aujourd'hui. Le processus de désengorgement de la prison centrale de Makala va se faire progressivement. D'abord, les patrons de la justice à libérer ceux qui sont encore à la disposition des parquets. Ensuite, suivra les condamnés qui bénéficieront dès la semaine prochaine de la libération conditionnelle. Et enfin, les transferts de certains condamnés dans d'autres prisons. Le rétablissement de la paix dans les hauts plateaux d'Ouvira, à l'est du pays, s'avère impérieux. Les représentants des groupes armés et les notables de cette province se sont réunis autour de l'honorable Norbert Basengezi Kantitima, désigné comme modérateur des 13 communautés en conflit. Plus de détails avec Lopez Kakouba. Débuté il y a un peu plus de 3 semaines, les rencontres dans le cadre du règlement de conflit dans la province du Sud Kivu se sont clôturées le 19 octobre 2019. Le procès verbal analysant ce qui nous unit et ce qui nous divise et des recommandations nous aidant à sortir de ce bourbier. 2. Le rapport de restitution fait aux parlementaires du Sud Kivu après notre rencontre avec le président honoraire de la République et votre autorité. 3. Le résumé des recommandations faites par les représentants des groupes armés locaux venus à Kinshasa à la recherche de la paix. Ces représentants des groupes armés et les notables viennent des communautés en conflit ci-après. Babembe, Banyamulenge, Bafuliru, Banyindu, Bavira et Barundi. Ils ont émis le vœu de rencontrer au Sud Kivu le gouverneur de province, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, ainsi que le ministre de la Défense nationale avant le dialogue. 4. Le document préparatoire du dialogue tel que votre autorité nous l'a demandé. Cette rencontre était également l'occasion pour le modérateur de ces dialogues, Norbert Basengezi Kantitima, de remettre aux 2 conseillers à la primature délégués par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba les résultats de toutes les rencontres relatives au dit dialogue. En outre, ce modérateur des 13 communautés du Sud Kivu a appelé le gouvernement congolais à assumer son rôle de protecteur des personnes et de leurs biens, tel qu'il avait annoncé le Premier ministre le 6 septembre lors de la défense de son programme à l'Assemblée nationale. Organisation ce dimanche sur toute l'étendue du pays du test de l'École nationale de l'ENA. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de la fonction publique. Reportage. 4 heures, c'est le temps qu'a duré le test d'admission à l'École nationale d'administration pour l'année 2019-2020.
Près de 4000 candidats disséminés à travers les 26 provinces de la République ont chacun tenté d'arracher une inscription, mieux une place à la 6e promotion de l'ENA. C'était une preuve pas assez difficile mais abordable et surtout qu'on a parlé juste de la réforme de l'administration publique. C'était bien, on l'a fait. On attend la suite. Yolande Ebongo Bosongo, ministre de la fonction publique, a donné le coup d'envoi de ces tests en encourageant les compétiteurs. Cette stratégie de produire un nouveau type d'agent public de l'État, a-t-elle martelé, rentre dans la vision du rajeunissement du personnel de l'administration publique qui constitue un des leviers importants de la mise en œuvre de la réforme et la modernisation de l'administration publique. Et la République démocratique du Congo, à travers le chef de l'État, compte beaucoup sur sa jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui constitue la force de demain et c'est la jeunesse qui doit assurer la relève sur le plan de l'administration publique. Et si cette administration est très bien assise, elle fait correctement son travail, les autres secteurs n'auront pas trop de soucis. En ce jour, la 5e promotion dénommée Fleuve Congo tend vers la fin de sa scolarité et la 6e, elle, devra débuter avec les 100 meilleurs concurrents qui auront répondu aux critères. Pour sa part, le directeur général de l'ENA, Guillaume Bangawa Kimesa, a rappelé que depuis sa création, l'ENA a toujours respecté sa mission légendaire, celle d'assurer la formation des agents de carrière de services publics de l'État. Dans le souci de promouvoir l'entrepreneuriat et l'émergence de la classe moyenne, la commissaire en charge la commissaire Lydia Kapala a échangé avec le ministre Justin Kalumba Mwanangongo avant de visiter l'incubateur de l'OPEC, comme le dit David Moubenga. La promotion des petites et moyennes entreprises congolaises et l'émergence de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes basée sur la création d'emplois à travers le territoire national, cette question était au centre de la rencontre entre le ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, Justin Kalumba Mwanangongo, et la commissaire provinciale du Lualaba en charge de l'entrepreneuriat des jeunes et l'émergence de la classe moyenne, Madame Lydia Kapapa Kalasa, en séjour à Kinshasa. Ceci passe bien sûr par la mise en place des structures d'encadrement pour la formation tant technique que managériale des entrepreneurs. Pour se faire une idée exacte de cette réalité, la commissaire provinciale du Lualaba en charge de l'entrepreneuriat des jeunes et de l'émergence de la classe moyenne a effectué une visite à l'incubateur pilote de l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises, OPEC en sigle, particulièrement sa filière cuir qui s'occupe de la formation des entrepreneurs dans la fabrication des chaussures et autres articles en cuir. Sur place, elle a suivi les explications du DGA de l'OPEC, Ezekiel Bidoya. D'abord, nous remercions sincèrement l'Excellence Justin Kalumba. Pour nous, ça va nous aider à palper les quelques réalités. Nous avons en projet la création d'un centre incubateur au Lualaba. Et cette visite, pour nous, c'est une initiative louable. Poursuivant cette série de visites, Mme Lydia Kapapa Kalasa s'est rendue au siège de Robank pour un échange fructueux avec les responsables de cette institution bancaire en vue de redynamiser le programme d'accompagnement des entrepreneurs et des jeunes de la province du Lualaba. La Robank a un programme par rapport à entretenir les femmes entrepreneurs, pourquoi pas le Lualaba. C'est comme ça que nous sommes venus ici pour s'entretenir avec la responsable et faire un rapport à la haute hiérarchie, au gouverneur de province, l'excellence Richard Mouyèche-Mangazmonz, qui a un œil très très particulier pour les femmes du Lualaba. Les inspecteurs principaux du ministère du Travail ont installé la première délégation syndicale de l'ARPTC. Reportage. 17 ans de son existence, l'autorité de régulation des postes télécommunications ARPTC n'a jamais connu de délégation syndicale. L'établissement respire un air nouveau. L'alternance intervenue au pays y est peut-être pour quelque chose. L'installation de la toute première délégation syndicale a mobilisé tout le personnel, mais aussi l'inspection générale du travail qui a dépêché les meilleurs de ses inspecteurs principaux. Tout au long de ces mandats, nous référons de quelques-unes de nos aspirations ci-après en vue de la réussite socio-syndicale de notre mission. Il s'agit d'assurer la formation des délégués syndicaux élus pour leur outillage et équipement
équipements nécessaires. Il s'agit là de l'aboutissement d'un processus électoral dans lequel nous avons investi en énergie et dans lequel nous avons été les premiers à croire. L'installation de cette première délégation syndicale de l'histoire de l'ARPTC est une initiative du régulateur motivée par le besoin de se conformer à la loi du travail. Elle s'inscrit dans un programme global d'ouverture de l'ARPTC. Fini les polémiques sur la prime des rétrocessions des membres du cabinet sortant du ministère de Pétentique. Ils ont touché ce samedi leur prime du mois de juillet. C'était sous la supervision du ministre Augustin Kibassa Maliba. Suivez. Les peuples gagnent toujours. La force de la loi finit par emporter sur les intérêts individuels et égoïstes. Cela s'est justifié au Pétentique par le paiement de la prime des rétrocessions du mois de juillet des anciens membres du cabinet Okunji, anciens ministres des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Par cet acte, le ministre actuel, Augustin Kibassa Maliba, qui a tenu ferme contre vent et marée au respect strict de la loi en la matière, vient enfin de dissiper tout malentendu et faux bruit entretenu sur cette affaire à travers les médias et les réseaux sociaux en quête du sensationnel. Augustin Kibassa Maliba a levé l'équivoque, même sur les chiffres exacts de cette prime de rétrocession, en donnant les montants réels dont certains ont cru faussement que c'était 400 000 $ américains. Pour la prime du mois de juillet, j'aimerais dire que c'était une prime assez élevée, parce que comme vous le savez bien, la République a eu à vendre à une société de la place la licence 4G. Alors, le chiffre exact en dollars, ça donnait 250 140. Sous la supervision du ministre des Pétentique, l'opération des paiements s'est déroulée dans un climat de sérénité à la grande surprise de tous les bénéficiaires, car les derniers, disons les huissiers, a touché une prime de 690 $ américains pour un mois. Satisfaits, les anciens membres du cabinet qui ont remis un mémo au ministre se disent ne pas avoir tort de soutenir le ministre Kibassa, qui a agi en bon père des familles. Nous sommes très contents de comprendre que le ministre a respecté les prescrits et la lettre de la circulaire en la matière qui fixe la clé des répartitions. Et au nom de tous les membres du cabinet Okunji, nous exprimons toute notre gratitude à son Excellence, Monsieur le ministre Augustin Kibassa. Tout le cabinet sortant est très content parce que le ministre actuel Kibassa a répondu positivement à notre demande qui était que la rétrocession puisse être payée ici au cabinet. Ceci atteste davantage que le ministre Augustin Kibassa Maliba reste un homme légaliste attaché aux principes et idéaux de la bonne gouvernance prônés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déployé d'intenses activités au courant de la semaine qui s'achève. Les résumés des activités du chef de l'État dans ces condensés en 5 minutes. Suite au crash de l'Antonov 72 provenant de Beni pour Kinshasa, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été très affecté par ces drames et les décès des personnes ayant pris place à bord de cet avion assurant le transport de la logistique présidentielle. Parmi les disparus, 2 de ses collaborateurs, Patrick Moukadi, chargé de la logistique, et Dipanga Divioka, les chauffeurs du chef de l'État. En compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le président de la République est allé tour à tour dans les communes de Limete et de Kinshasa apporter le réconfort aux familles des disparus. Moment d'intense émotion pour leurs épouses et leurs enfants. Sur instruction du chef de l'État, tous les moyens nécessaires ont été mobilisés en vue de faire la lumière sur le drame. Kinshasa sera doté dans les prochains mois d'un grand centre culturel. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé procéder personnellement au lancement des travaux de ce centre culturel, le plus grand en Afrique centrale. Les travaux seront exécutés dans plus ou moins 30 mois par l'entreprise chinoise Beijing Urban Construction Group. Le couple présidentiel a célébré la journée internationale de la femme rurale avec les maraîchères à Kimwenza, dans la périphérie sud-ouest de Kinshasa. La cérémonie s'est tenue dans le site touristique Africa Park, ex-lac
de Ma-Vallée qui a abrité l'exposition et vente des produits agricoles et alimentaires des femmes du monde rural. La première dame Denise Nyakero Tshisekedi a félicité et encouragé ces mamans qui nourrissent la capitale. Elle a par ailleurs invité les femmes maraîchères à l'autonomisation et à la protection de l'environnement et des espèces animales rares, dont notamment le bonobo. Organisé par le Conseil spécial du chef de l'État en charge de la lutte contre la pauvreté et les inégalités, la manifestation s'est clôturée par la visite guidée des différents stands. La semaine qui s'achève a été riche en actualité. On retiendra notamment l'ouverture de l'année académique, la rentrée judiciaire, aussi la reprise des services de l'ITB Kokolo et la fin de la grève à la CVM. C'est un reportage signé Eurydice Kitutu. La semaine qui s'achève a été pluvieuse et marquée par les célébrations des différentes journées internationales. Elle a commencé par célébrer la journée de la normalisation. Sans normes internationales communes établies et reconnues, pas d'échange possible, quel que soit le domaine. Mardi 15 octobre, la femme rurale était à l'honneur. Cette femme qui joue un rôle essentiel et incontournable dans l'économie rurale du pays a présenté et exposé ses produits agricoles au site Lac Ma-Vallée dans la commune de Mongafula. Question d'attirer l'attention du gouvernement dans son rôle crucial dans la réduction de la pauvreté. La première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, les a encouragés. Le même mardi 15 octobre, les personnes malvoyantes ont pris d'assaut les rues de la pour réclamer droit et dignité humaine. Rentrée judiciaire à la Cour de cassation. Jérôme Kitoko Kimpele a caractérisé son message sur le faux en écriture et usage de faux, des infractions qui nécessitent un nouveau regard du législateur. Une autre rentrée, elle concerne les universités et instituts supérieurs du pays. L'ouverture de l'année académique 2019-2020 a été lancée officiellement à l'université de Kinshasa. Où en sommes-nous avec les travaux d'urgence du 101er jour du chef de l'État? La question se pose et a fait l'objet d'une réunion. Il y a des projets qui sont terminés, entre autres l'avenue Luambo Makiadi, ex-Bokassa. Le saut de mouton de pompage, sauf imprévu, sera livré et réceptionné à la première semaine de novembre. Les autres sauts de mouton entre échangeurs et l'aéroport international de Njili, les travaux se déroulent bien. La pénurie de biens de première nécessité, le problème des infrastructures routières forment un bloc des problèmes soumis à Janine Mabunda Lioko, présidente de l'Assemblée nationale, par les caucus des députés du Olomami. Un groupe d'hommes d'affaires venus des Émirats est intéressé par l'agriculture et les infrastructures en République démocratique du Congo. 20 milliards de dollars américains. C'est la bagatelle somme que ces investisseurs voudraient investir dans le secteur agricole et dans d'autres secteurs des infrastructures. Des différents projets, des constructions des routes, ponts et aéroports ont été présentés au ministre. Le budget 2020 va être déposé à l'Assemblée nationale avant la fin de ce mois. Il en ressort de la réunion de conjoncture économique tenue cette semaine à la primature et à la réunion du Conseil des ministres présidée par Sylvestre Ilunga Ilukamba. Le ministre du budget annonce à cet effet que ce projet du budget 2020 sera examiné suite aux ajustements. Fini la grève des travailleurs à la compagnie des voies maritimes. La tripartite gouvernement intersyndical national, CVM, a signé un protocole d'accord pour mettre fin à la grève. Après 5 mois d'arrêt de service, le bateau ITB Kokolo a repris ses activités cette semaine à la grande satisfaction des passagers. Une intervention du gouvernement en faveur des centres d'encadrement des enfants retardés mentaux et autistes s'avère nécessaire pour une prise en charge dans la gratuité de l'enseignement de base. La visite du vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique dans les différents centres de la ville suscite un espoir. La République démocratique du Congo s'aligne parmi les pays subsahariens à offrir des soins de santé de qualité. Son expérience n'est plus à démontrer. Les premières interventions chirurgicales orthopédiques, des remplacements de genoux et hanches par des prothèses ont connu un succès. Une première au Sénat, l'un des couloirs s'est transformé en galerie d'art et d'exposition des œuvres des artistes finalistes de l'Académie de Beaux-Arts, une initiative
l'initiative du président de cette chambre haute du Parlement. C'est une page tournée 40 jours après son enterrement définitif. Le parti Lumumbiste unifié a levé le deuil du patriarche Antoine Gizenga Fungi. Le succès de l'opération Kinbopeto passe par l'acquisition des gros engins pour le curage des rivières. Malheureusement, à Kinshasa, certains riverains n'ont pas trouvé mieux que de construire leur maison sur des berges. C'est un dossier que nous propose Mbouyal Mangala. La ville de Kinshasa est arrosée sur sa superficie par plusieurs ruisseaux et rivières. Pour la plupart des riverains, les rivières sont des lieux de dépôt de déchets de toutes sortes. Conséquence, quand il y a des pluies diluviennes dans les quartiers situés le long des rivières, ce sont généralement des inondations qui interviennent. Le cas de Kalamou ici illustre bien d'autres cas de la ville de Kinshasa, des autres rivières, qui, je le répète, devraient fonctionner normalement pour évacuer les eaux pluviales d'abord. Mais toutes les eaux pluviales, c'est ce que nous appelons les eaux de surface, mais c'est toutes les autres eaux aussi, les eaux usées. Des habitations et même des usines, les déchets liquides, ça passe par le cours d'eau. Donc, il faut que le cours d'eau fonctionne pour évacuer tout cela jusqu'au fleuve. Le fleuve étant le point, réunissant la ligne des points les plus bas de la ville, tout doit s'évacuer par là. Pour faciliter aux engins de curée des rivières, 7 à 10 mètres sont exigés pour faciliter la tâche. Nous avons la chance, heureusement, que le gouvernorat de la ville a lancé le programme de Kin propre. Donc c'est le programme de nettoyage et de curage. Il faut que le cours d'eau qui sont, je dirais, des ouvrages naturels. Ce n'est pas nous qui avons créé le cours d'eau, c'est Dieu, ça existe. Depuis la création de sites ici, là on est venu implanter Kinshasa, on a trouvé qu'il y avait des cours d'eau et on les utilise. Ces cours d'eau-là, on en profite pour évacuer aussi les déchets liquides des maisons, comme j'ai dit. L'opération Kinbopeto ne réussira qu'à condition d'allier l'autorité de l'État sous toutes ses formes et la sensibilisation de la population pour qu'elle s'approprie toutes les batteries des mesures. La GECAMIN est lancée dans des grands projets pour arriver à exploiter ces gisements de façon indépendante. À Likasi, la grande cimenterie du Katanga est en pleine extension. Aussi, 30 millions de dollars ont été investis pour la modernisation des outils de production dans le mine, nous disent Joël Lungenza et Julien Piana. Plongé au cœur de la transformation, GECAMIN s'est lancé dans un processus de valorisation des actifs non stratégiques. Le président du conseil d'administration, Albert Youma, enfile sans combinaison et aussi ses invités pour appréhender directement sur terrain les actions engagées à la grande cimenterie du Katanga. L'unité de production des chaux et ciments métallurgiques à Likasi est en pleine transformation. La nouvelle ligne de production en construction s'étend sur 33 hectares pour un rendement annuel de 1 200 000 tonnes de production. Il sortira de la GCK le ciment, la chaux, les sables, les agrégats et autres produits. La première production est attendue au mois d'avril 2020 pour la chaux et le premier sac du ciment sortira au mois de novembre 2020. Dans la perspective de redevenir un producteur minier indépendant exploitant ses propres concessions, la GECAMIN a engagé un programme de certification des mines de Kanfundoa et de Kamantanda. Ici à Kamantanda, GECAMIN a relancé pour son compte la mine en investissant dans une unité de broyage et de lavage sur les sites mise en service depuis janvier 2019. À Panda, une unité de lixiviation en tas en service depuis février 2019. Un investissement de 30 millions de dollars américains a été engagé pour les deux unités. Donc la relance, elle est effective et donc le malade qu'on avait enterré trop vite est debout et il marche. À Chituru, une nouvelle unité de production a permis une augmentation substantielle de 440 tonnes en moyenne de cuivre depuis mars 2019. Ensuite, le mode XX, extraction par solvant,
permet d'éliminer les impuretés des solutions cuivre et de supprimer la décote des qualités à la vente qui handicapait Gécamine sur toutes ses ventes. Du 14 au 19 du mois en cours, une centaine de cadres de la SONAS étaient en formation sur la technique de vente des différents produits d'assurance. Formation initiée par la haute direction de cette entreprise. Reportage. Cette formation a eu pour objectif principal d'amener les cadres de la Société nationale d'assurance commis à la commercialisation, d'avoir une maîtrise des produits d'assurance et des techniques de leur vente. La cérémonie s'est déroulée sous l'œil vigilant du directeur général adjoint qui avait à ses côtés le président du conseil d'administration Jean-Robert Koumaboueni. Le DGA Gilbert Badibanga a, dans son mot de clôture, félicité les apprenants pour la disponibilité et l'intérêt particulier qu'ils ont manifesté pendant ces 6 jours de formation qui ont abouti aux conclusions et recommandations dont la pertinence témoigne de leur engagement à la cause de l'entreprise. Les assureurs commercialisent des produits d'assurance non palpables. Ils commercialisent la promesse. Sans la bonne maîtrise des produits d'assurance, la SONAS SA ne saura pas réaliser ses objectifs et faire jouer à l'assurance son double rôle social et économique. La direction générale de la Société nationale d'assurance SONAS SA vous félicite et vous remercie d'avoir accepté d'animer sans relâche ce séminaire et promet de poursuivre avec vous la collaboration en matière de formation professionnelle. La SONAS multiplie des séries de formations pour amener ses agents à être compétitifs et capables de faire face à l'effectivité de la libéralisation du marché des assurances. Le parti Congo Positif était en congrès pendant 2 jours sous la houlette du secrétaire général Patrick Ilunga. Les participants ont procédé à l'évaluation des réalisations de ce parti. Reportage. C'est une première sous l'ère de Dieudonné Kishi. Ce congrès s'était consacré à l'évaluation des réalisations du parti, et cela de 2017 à ce jour. La deuxième journée s'est penchée sur les travaux en 3 commissions. Parmi les hôtes de marque de ces assises, Bernard Kayumba, qui donne ici sa lecture de la vision de Congo Positif. Venir participer au premier congrès du Congo Positif, c'est montrer que la jeunesse de la République démocratique du Congo marche ensemble et que la vision qui est commune pour la conquête du pouvoir, pour combattre le chômage. La deuxième journée, consacrée certes aux travaux en commission, a débouché sur l'élection du nouveau président national de Congo Positif. Une élection qui avait consacré la candidature unique pour sa réélection de Dieudonné Kishi. Le président réélu de cette plateforme revient ici sur la quintessence de ses travaux. Nous avons réaffirmé notre attachement au FCC, nous avons réaffirmé notre attachement à notre regroupement politique qui est l'Alliance politique CCU et alliés. Après ce congrès, les troupes seront sérieusement mobilisées pour les élections de 2023. Mais notre combat va encore prendre un peu plus d'ampleur parce que c'est le combat contre le chômage. Plusieurs résolutions ont sanctionné ce grand forum politique, entre autres la création de petites et moyennes entreprises, la révision du statut du parti avec à la clé l'arrimage de Congo Positif à une nouvelle ère. L'élu de Sakagne dans le Haut-Katanga vient d'effectuer quelques activités dans son fief électoral. Il a procédé entre autres à la remise des kits scolaires dans les écoles de Kasumbalissa et de Moussochi. Zoël Makela. Pour un élu du peuple, les vacances parlementaires sont l'occasion d'entrer en contact avec son fief électoral, de connaître les désidératas de son électorat et transmettre à l'organe législatif toutes ses doléances. Ainsi, elle lui permettra de connaître les problèmes auxquels sont confrontés ses électeurs et le peuple en général. Je vous promets de construire des belles écoles. À partir de demain, nous allons visiter toutes les écoles pour vérifier l'effectivité de la gratuité. Moi, en tant que votre élu,
Je vais vous soutenir dans vos initiatives. C'est à cet exercice que s'est livré le député national de l'UDPS, Kabea, Kalenga Anakle, élu de Sankanya dans le Haut-Katanga. À Kasumbalesa, il a construit un commissariat de la PNC, il a remis des kits scolaires à 3 écoles, il s'est entretenu avec les chefs coutumiers, il a eu des réunions avec des partis politiques qui opèrent dans cette partie du pays. À Moussochi, il a remis des kits scolaires à une école de la place et a présidé plusieurs réunions et a échangé avec les membres du parti politique Sodimiko. Ces vacances parlementaires ont permis au député Kabea de palper les réalités de la vie quotidienne de son fief de Sakanya. Parlons sport avant d'éclore ce journal. Les Léopards se sont qualifiés pour la phase finale du CHAN Cameroun 2020 en battant leurs homologues centrafricains par 4-1. Le résumé du match avec Jason Mayele Basakissa. Peut-être l'aube, le premier but qui arrive. Dès l'entame de la partie, les Léopards appuient sur l'accélérateur et déjà à la 16e minute, Joël Beya, comme à l'aller, va montrer la voie d'un super lob. Il sera imité à la 39e minute sur pénalty par Merveille Kikassa pour le 2-0. Juste avant la pause, Joël Beya va envoyer la balle au fond de filet pour la seconde fois et va permettre à la RDC de mener par 3-0 à la pause. Au retour des vestiaires, les Léopards vont continuer sur le même tempo en dictant la loi aux fauves du Bazubangui. Une domination qui sera concrétisée par l'avenue du 4e but, œuvre de Jackson Mouleka à la 60e minute. Pour sauver l'honneur, les Centrafricains vont réduire la marque à la 70e minute par l'entremise de Saint-Fort d'Imokoyene. Des ratés de part et d'autre jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre camerounais Antoine Efa Essouma. Coup de sifflet qui viendra sceller le sort de cette rencontre en attestant la victoire et la qualification des Léopards. Réussite applaudie par tout un peuple. Réussite d'une équipe qui a convaincu, mais le plus dur reste à faire. Voilà, mesdames, messieurs, c'est avec cet élément sportif que nous mettons en terme ce journal. L'information reste en continu sur nos antennes. Vous allez retrouver tout à l'heure à 22h une autre édition d'information avec Jackie Meji Chiwaba. Au revoir et à très bientôt sur nos antennes. Tout part de là, une idée, un rêve qui grandit. Le souhait d'un partenaire, d'un accompagnement sur mesure, d'un financement adapté. Pour que de l'intention naisse un projet. Chaque jour, BGFI Bank se mobilise et se transforme pour offrir à ses clients une relation durable. Notre principale ambition, c'est d'être votre partenaire pour l'avenir. BGFI Bank.